Bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce webinaire en lien avec l'égalité professionnelle. Je m'appelle Lina Cariclé et je suis accompagnée aujourd'hui de Véronique. Véronique, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est la petite contribution Syndex à la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Écoutez, on démarre. Donc, nous, c'est vrai qu'on a inscrit ce webinaire en écho à la Journée internationale pour le droit des femmes, mais on est bien là dans un environnement, on dirait, professionnel. Et là, l'idée, c'est soit si vous vous débutez finalement sur ce sujet en tant que négociateur ou négociatrice ou élu de CSE, ou bien que vous êtes déjà confronté finalement à la question avec des difficultés à faire avancer le sujet. Voilà, on voulait partager un certain nombre et d'informations et de pistes pour vous aider en quelques minutes. Voilà, à commencer à aborder ou remettre le couvert sur le sujet. Voilà, alors pour introduire, on voulait commencer par vous indiquer ou vous rappeler que c'est au niveau professionnel, en fait, l'égalité entre les femmes et les hommes est un des sujets qui est parmi les mieux, les plus encadrés au niveau législatif. Et cet encadrement, il date pas d'hier, même si sur les dernières années, la législation s'est plutôt renforcée. Dès 1972, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, par exemple, est inscrite dans le Code du travail. Il y a une étape importante qui date de 1983, donc ça fait quand même plus de 40 ans, hein, qui établit le principe de non-discrimination au regard du sexe et l'obligation pour les entreprises de publier un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. L'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle date de 2001, donc là aussi, hein, ça date pas d'hier. Il y a en théorie déjà une ancienneté conséquente et une maturité conséquente des entreprises sur la négociation en matière d'égalité professionnelle. Le législateur a rajouté à partir de 2006 l'obligation de négocier, y compris dans les NAO, donc dans les négociations sur les rémunérations, des mesures permettant de supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et des possibilités de pénalités financières possibles en cas d'absence de négociation sur l'égalité professionnelle sont apparues à partir de 2010. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un arsenal très conséquent en la matière sur lesquels on vous encourage de vous appuyer. Pourtant, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que les femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Alors là, toutes causes confondues, si on isole l'effet temps de travail en raisonnant à temps de travail équivalent, l'écart demeure conséquent puisqu'il est chiffré à 15%. Et quand on met de côté l'aspect structure d'emploi, mais qu'il ne faut pas oublier, on verra en termes de négociation, hein, à poste comparable, on évalue l'écart résiduel, je dirais, à 4%. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement se concentrer sur ces 4%, hein. On verra qu'il y a sans doute des sujets de discussion à avoir sur le temps de travail, sur la structure de l'emploi et l'accès aux mêmes positions pour les femmes que pour les hommes. Donc les écarts ont tendance à se réduire sur les dernières années, mais à un rythme qui, si on laisse finalement le trend actuel se poursuivre, nous paraît évidemment beaucoup trop lent, hein. Donc c'est l'objet aussi de tout le travail qui est fait sur le terrain
par les élus de CSE, par les négociateurs et négociatrices, pour finalement accélérer un processus qui, on va dire, va dans le bon sens, mais de façon très lente. On va en profiter pour vous lancer une petite question que j'ai oubliée d'ailleurs à page précédente sur votre situation en fait sur le statut de l'égalité professionnelle et la prise en compte de l'égalité professionnelle dans votre organisation. Si dans votre entreprise, il y a un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, si un plan d'action unilatéral est en place, ou ni l'un ni l'autre, ou si vous ne savez pas. Alors, très majoritairement, l'entreprise dans laquelle vous êtes est dotée d'un accord égalité professionnelle. Pour à peu près 10% des cas, vous êtes couvert par un plan d'action unilatéral. Il faut savoir, on y reviendra en fin de présentation, que le plan d'action, il ne vaut que en cas d'échec de la négociation, hein. C'est bien la négociation qui prime et le plan d'action unilatéral ne se met en place que en cas de non-accord. Il y a 14% des participants là qui considèrent que dans leur entreprise, il n'y a ni accord égalité professionnelle, ni plan d'action unilatéral. Donc là, bah, deux cas de figure, hein. Soit votre entreprise bah, n'est pas dans les clous, soit vous êtes peut-être dans la situation d'une entreprise bah, qui n'est pas concernée par les obligations s'il n'y a pas d'organisation syndicale représentative. C'est peut-être le cas. Et 16% d'entre vous ne savent pas s'il y a un accord ou un plan d'action ou rien du tout. Donc, on vous encourage déjà à vous renseigner là-dessus pour savoir si les obligations sont respectées. Ça, c'est le minimum. Et puis surtout, ce qu'il y a, quelles sont les mesures qui sont prévues, soit dans l'accord, soit dans le plan d'action, s'il existe. Alors, on évoquait il y a un instant les écarts de rémunération, mais d'une certaine façon, les écarts de rémunération, c'est la partie émergée de l'iceberg des inégalités. Et finalement, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, elles prennent beaucoup d'autres formes, beaucoup de formes autres que les écarts de rémunération. Déjà sur l'accès à l'emploi, en fait, les femmes proportionnellement ont moins accès à l'emploi que les hommes. Elles travaillent davantage à temps partiel. Les écarts de rémunération qui sont observés sont d'autant plus importants que le nombre d'enfants dans la famille est important, hein. Vous voyez que les écarts sont mesurés autour de 10% en défaveur des femmes sans enfants ou avec un ou deux enfants et passent autour de 20% pour trois enfants ou plus. Et enfin, un élément qui est important et qui nous paraît tout aussi important en fait que celui des rémunérations, ce sont les conditions de travail et les éventuels accidents du travail et maladies professionnelles. Et de ce point de vue-là, si globalement, pour l'ensemble des salariés, les choses évoluent favorablement sur longue période, hein, vous voyez un indicateur entre 2001 et 2019. Pour l'ensemble des salariés, les accidents du travail ont plutôt diminué, mais en fait, ils ont augmenté en moyenne pour les femmes et ils ont nettement diminué pour les hommes. Donc ça, c'est un indicateur voilà, qui nous paraît important de prendre en compte parce qu'il y a sans doute derrière une dégradation des conditions de travail ou de la prise en compte des conditions de la sécurité au travail qui touchent proportionnellement davantage les femmes que les hommes.
Et pourtant, on le disait, la loi est très claire en matière d'égalité. Déjà au niveau constitutionnel, en fait, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes, hein. Donc ça, c'est vraiment un principe très fortement ancré. Il n'y a pas de différenciation possible et pas de discrimination en matière de rémunération et de déroulement de carrière. En particulier sur la rémunération, vous savez peut-être que le principe qui prévaut, c'est l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et c'est un principe qui est consacré dans le Code du travail. On l'a dit, les négociations autour des rémunérations doivent prévoir des mesures de suppression des écarts de rémunération entre femmes et hommes. Et pour tout ce qui concerne l'accès aux formations, la position dans la classification, l'accès aux promotions, l'accès aux mobilités, aucune décision ne peut prendre en compte l'appartenance à un sexe. Donc là, c'est du fait de l'absence euh, de l'impossibilité, en fait, au niveau juridique, de prendre des mesures discriminatoires en raison du sexe. Au-delà de ça, la question du sexisme et des agissements sexuels et sexistes est venue depuis quelques années au premier plan sur les questions d'égalité. Et désormais, les dispositifs de prévention et de signalement de harcèlement sexuel et agissements sexistes sont obligatoires dans l'entreprise, avec en plus, pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'obligation de mettre en place un ou une référente de lutte contre le harcèlement des agissements sexistes. Donc l'obligation de négocier s'impose en fait dans les entreprises ayant une ou plusieurs organisations syndicales et l'absence de négociation est passible de sanctions financières dans les entreprises de 50 salariés. Donc le seuil est quand même assez bas. L'employeur a également une obligation d'informer le CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés, donc à travers le rapport de situation comparée dès 1983, qui a évolué depuis la mise en place de la BDES puis BDESE sous forme d'un certain nombre d'indicateurs obligatoires dans la BDESE. Et là encore, le Code du travail est très précis et très exhaustif sur les indicateurs qui doivent être mis en place à défaut d'accord dans la BDESE concernant l'égalité professionnelle femmes-hommes. Depuis 2019, les directions doivent également informer le CSE sur le score à l'index égalité femmes-hommes et également au calcul, lui donner accès au calcul leur permettant de calculer ce score. Les CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés sont consultés sur le thème de l'égalité professionnelle, puisque ce thème fait partie en fait des thèmes de la consultation politique sociale dans l'entreprise. Léna va y revenir dans un instant. Concernant l'index égalité professionnelle, donc on vient de voir qu'il fait l'objet d'une information et il fait l'objet d'une consultation uniquement si l'employeur souhaite utiliser une segmentation pour le calcul de ces indicateurs différentes des catégories socio-professionnelles définies, on va dire par défaut, ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres. Enfin, les employeurs, donc dans les entreprises de plus de 50 salariés, ont également cette obligation de calculer et de publier l'index égalité professionnelle avec, pour les entreprises qui n'atteignent pas plusieurs années consécutives le score de 75, une obligation de mettre en place des dispositifs d'amélioration et d'une pénalité financière possible si dans un délai de 3 ans, les écarts ne sont pas corrigés. Et désormais, si le score est inférieur à 85 points, une obligation de définir et publier les actions permettant
d'arriver à la note maximale sur l'indicateur qui n'est pas au top. J'ai sauté une diapo juste pour vous dire voilà, qu'il y a une obligation supplémentaire dans les entreprises de 1000 salariés avec la perspective de quotas en fait, de femmes parmi les cadres dirigeants. Le quota sera au 1er mars 2026, donc dans pas si longtemps que ça, de 30% et passera à 40% au 1er mars 2029. Donc c'est d'ores et déjà une obligation que vous pouvez anticiper dans vos négociations. Voilà, une nouvelle, un nouveau cadre juridique devrait également apparaître avec la transposition d'une directive européenne sur la transparence des rémunérations qui est intervenue donc au niveau européen en mai 2023 et qui devrait être transposée en droit français avant juin 2026 qui met en évidence à la fois donc l'importance de remettre sur de se remettre à l'ouvrage sur l'impératif de rémunération égale à valeur de travail égale, mais qui insiste également sur le dialogue social dans cette perspective et sur l'importance justement de partager les indicateurs, de partager les diagnostics et enfin de renforcer les droits individuels des salariés à l'information d'une part, mais à des actions en justice d'autre part. Hein, donc on attend avec une certaine impatience cette transposition qui, de nos points de vue, devrait quand même permettre d'asseoir davantage les droits en la matière. Alors finalement, avec tout cet arsenal juridique, on peut se poser la question de pourquoi on est si peu avancé en matière d'égalité professionnelle. Alors, à travers les différentes expertises qu'on peut mener, nous, on a quelques idées sur la question. D'une part, parce qu'on constate que c'est une négociation assez souvent qui passe au second plan, qui n'est pas bien préparée, qui est vraiment traitée comme une obligation, plus qu'un véritable sujet de discussion. On constate aussi que de nombreux accords ou plans unilatéraux finalement reprennent pour l'essentiel des mesures obligatoires et ne font pas preuve de suffisamment d'attention à la situation vraiment qui concerne spécifiquement l'entreprise, avec peu d'engagement dans ces accords ou dans ces plans. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les inégalités dans une bonne partie des situations, elles se sont sédimentées au fil des années et que on ne change pas si facilement les choses du jour au lendemain, quand bien même des dispositifs sont en place aujourd'hui pour assurer une égalité pour les personnes, par exemple, récemment embauchées, il reste des inégalités non résolues qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui continuent à perdurer si elles ne sont pas prises en charge spécifiquement. Les sanctions existent sur le papier, mais en vérité, de façon opérationnelle, elles sont rarement appliquées. On remarque aussi que les états des lieux sont assez sommaires en la matière, que les discussions se résument parfois sur, le constat des écarts sans aller chercher ce qui peut structurer les inégalités. Et puis enfin, on le sait, hein, vous êtes confrontés à d'autres sujets, à d'autres priorités, et c'est pas forcément le sujet de l'égalité homme-femme qui est sur le dessus de la pile dans la foultitude en fait des sujets dont vous devez vous emparer. Je laisse la parole à Léna sur la deuxième partie, Ouais. on va dire, où on va plus vous proposer
voilà, une prise en main du sujet une fois que ces principaux constats sont établis. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est de regarder un petit peu quels sont les leviers dont vous pouvez disposer pour agir sur cette question de l'égalité professionnelle dans vos entreprises. Donc, on les a identifiés, ils sont au nombre de trois. On va les voir les uns après les autres. Le premier, c'est l'information, consultation sur la politique sociale du CSE. Ensuite, on va parler de la négociation obligatoire pour enfin évoquer la possibilité de recourir à la formation pour monter en compétences. Peut-être juste avant de commencer, un petit sondage, voilà, euh, pour savoir si vous, dans vos organisations, vous avez déjà fait appel à un expert sur la politique sociale. Est-ce que vous avez déjà traité un axe égalité professionnelle avec un expert? Oui, non. Est-ce que vous ne savez pas? C'est possible aussi. Vous êtes peut-être nouveau dans votre mandat et vous ne savez pas nécessairement si ça a déjà été fait. Ou est-ce que vous n'avez jamais fait appel à un expert? Voilà, nous, ça nous intéresse d'avoir ces éléments-là avant de continuer un petit peu plus cette présentation. Alors, on laisse quelques minutes hein, pour essayer de vous laisser le temps de vous positionner. Joséphine, je te laisse regarder hein, le nombre de participants et mettre fin au sondage une fois qu'on a un panel suffisamment représentatif. Alors, est-ce que vous avez déjà fait appel à un expert sur la question de l'égalité professionnelle? Alors, voyons ce que vont donner les chiffres. Alors, en fait, la plupart d'entre vous, hein, la moitié des répondants, vous n'avez jamais fait appel à un expert sur l'égalité professionnelle. Alors, vous allez voir que ça peut être vraiment une bonne chose. Hein. On pourrait en attester les 34% de répondants qui ont bien indiqué, eux, avoir déjà fait cet exercice-là. Vous êtes une petite partie à ne pas savoir et enfin 8% qui déclarent ne faire jamais appel à un expert. Alors, du coup, pourquoi est-ce que et comment est-ce que le fait faire appel à un expert sur l'égalité professionnelle, ça peut être intéressant? Le premier point, c'est dans le cadre de l'information consultation sur la politique sociale. Donc, vous savez, la politique sociale, c'est une des trois informations consultation récurrentes à destination des CSE. Et donc, sauf accord contraire, généralement, les entreprises le font tous les ans. Et donc, ça veut dire que tous les ans, le CSE peut émettre un avis sur la politique sociale de l'entreprise. Il se trouve que l'égalité professionnelle, c'est un thème qui fait partie de la consultation politique sociale. Hein. Ça a été listé dans les thématiques qui rentrent de cette information consultation dans le Code du travail. Et quand on dit information consultation, on commence par parler de l'information. Et en réalité, cette information, elle repose notamment sur les critères qui doivent alimenter la BDESE. Il y a une liste hein, d'indicateurs qui sont listés par décret et qui prévoient notamment sur l'égalité professionnelle un niveau de détail assez avancé qui permettent effectivement d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes. Mais au-delà des indicateurs très statistiques, dans cette BDESE, il est aussi prévu que l'employeur donne une analyse de ces indicateurs et qu'il propose sa stratégie d'action. Vous voyez que les indicateurs qui figurent dans la BDESE, ils ne sont pas uniquement statistiques et descriptifs. Recourir à un expert dans le cadre, par exemple, de cette information consultation politique sociale, c'est aussi se donner les moyens d'aller un petit peu plus loin que les informations qui figurent dans la BDESE, notamment à travers, par exemple, la construction d'un diagnostic sur l'égalité des rémunérations avec des éléments individuels hein, qui sont retransmis au CSE dans les respects hein, des règles RGPD notamment. Mais ça permet d'aller aussi plus loin sur voilà, les causes qui ont pu effectivement expliquer ces écarts-là. Le gros avantage du recours à l'expert dans le cadre d'une politique sociale, c'est que les honoraires de l'expert sont pris en charge à 100% par l'employeur. Donc ça coûte 0 € au CSE et ça apporte énormément d'informations. Donc, on a dit les informations, donc les trois blocs d'indicateurs qui sont prévus hein, dans la BDESE, plus éventuellement hein, le rapport de l'expert hein, qui constitue un élément d'information et qui doit servir à la consultation. La consultation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire formuler un avis. Et à travers ces avis, le CSE peut, en amont de la négociation sur l'égalité professionnelle, formuler les vœux, les préconisations qu'ils pensent être transmissibles aux organisations syndicales pour aller ensuite négocier des mesures qui permettent de répondre aux problèmes qui ont été identifiés.
Mais aussi, dans son avis, un CSE peut suivre la mise en place d'un accord et suivre les actions qui étaient prévues dans un accord et voir dans quelle mesure ça a permis de changer des choses. Donc, vous voyez que la consultation du CSE, c'est un bloc qui est assez important pour faire bouger les choses dans le cadre de la construction de la démarche. Enfin, juste on note ici que la commission égalité professionnelle, alors vous savez qu'elle est de droit pour les entreprises de plus de 300 salariés, alors elle peut bien évidemment contribuer et au diagnostic et au suivi sur l'égalité professionnelle. Deuxième grand levier d'action sur la question de l'égalité professionnelle, c'est la négociation égalité professionnelle. Alors, elle est comprise dans le bloc qui s'appelle égalité professionnelle et qualité de vie et conditions de travail, mais elle fait partie des trois négociations obligatoires en entreprise. À défaut d'accord, elle doit avoir lieu tous les ans. L'ouverture de la négociation est obligatoire. La négociation doit identifier des objectifs et des actions qui doivent être accompagnés d'indicateurs chiffrés sur 3 ou 4 domaines d'action en fonction des effectifs de l'entreprise. Donc, 3 domaines pour les entreprises de moins de 300 salariés et 4 pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec toutefois le domaine rémunération effective qui est obligatoire, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Donc, on vous a listé ici les domaines d'action, vous voyez qu'ils sont assez variés et qui permettent vraiment d'aller négocier sur les pans qui posent problème dans l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'aller négocier là où le bas blesse et d'essayer de trouver des mesures qui permettent d'améliorer la situation là où c'est nécessaire dans l'entreprise. C'est pour ça que le diagnostic préalable, il est très important parce qu'il va venir donner l'indication sur concrètement dans cette entreprise où est-ce qu'on a un problème. Est-ce qu'on a un problème en termes de recrutement ou est-ce qu'on a un problème en termes de conditions de travail. D'accord? Et donc, c'est à ça que l'accord va devoir s'atteler. Et enfin, un point qui est très important, c'est que si l'ouverture des négociations est obligatoire, ce n'est pas le cas de la signature. Si jamais il n'y a pas de signature à la fin, dans ce cas, la direction est tenue de mettre en place un plan d'action unilatéral et de réouvrir des négociations l'année suivante. Ok. Si on regarde un petit peu maintenant dans le déroulé, quelles sont les grandes étapes sur la négociation d'un accord et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de mettre toutes les chances de son côté. Le premier point, ce qu'on conseille, nous, c'est dès le début de l'année de poser la question en CSE, quel est le calendrier social? Lister quand est-ce que les informations consultations sont prévues. Demander à la direction quelles négociations sont envisagées pendant l'année et essayer d'anticiper si le CSE estime avoir besoin d'être accompagné et à travers quels moyens. Euh, Lister les informations, consultations et les négociations, ça permet, par exemple, de commencer à se préparer, de dire, ah tiens, la direction prévoit d'ouvrir des négos sur l'égalité professionnelle au mois de septembre. Ça tombe bien, on a une information, consultation sur la politique sociale qui est prévue au mois de mars. Eh ben, on va demander à notre expert d'aller faire un axe égalité professionnelle dans le cadre de l'information consultation. Comme ça, quand on commencera à négocier, on aura déjà le diagnostic et on saura clairement quel domaine d'action il vaut mieux privilégier. Une fois que le... Ah, pardon, j'ai oublié, effectivement, heureusement que Joséphine est là. Est-ce que vous, cette pratique d'avoir l'habitude de demander un calendrier social, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire? Est-ce que oui, vous le faites pour les informations consultations? Est-ce que vous le faites pour les négociations? Ou est-ce que vous ne le faites pas? Ça, c'est une vraie question, ça nous intéresse de savoir. Nous, ce qu'on constate souvent, c'est que voilà, il n'y a pas forcément ce temps d'échange qui est fait dans les entreprises et on se retrouve souvent avec des négociations qui arrivent alors que les négociateurs ne sont pas prêts et que le sujet n'a pas eu le temps d'être traité en amont, d'être travaillé. Et souvent, les discussions n'ont pas le temps d'aller suffisamment loin pour vraiment traiter la question de l'égalité professionnelle. Alors, je ne sais pas où on en est en termes de nombre de réponses récoltées. Joséphine, je te laisse mettre fin au sondage dès que tu vois qu'on est sur un taux de représentativité qui te semble suffisant. Donc, de voir un peu si ce calendrier social est une pratique qui est la vôtre. Alors, c'est très partagé. Vous êtes un tiers à ne pas avoir recours à cette question sur le calendrier social. Et ensuite, le reste, c'est plus pour les consultations et un peu moins pour les négociations.
Bon, c'est vrai que ça, c'est une pratique. Je pense que c'est vraiment une bonne pratique. On est au mois de mars, c'est pas trop tard, hein. Pensez en CSE, vous mettez un point à l'ordre du jour sur l'organisation des informations consultations et des négociations pour l'année 2025. Et vous essayez de construire un calendrier qui met toutes les chances de votre côté. Au moment où vous savez à quel moment la négociation elle va être ouverte, alors vous pouvez essayer de vous préparer au calendrier, aux informations qui sont nécessaires pour bien négocier et aux informations qui sont déjà disponibles. Typiquement, avant l'ouverture de la négociation, commencez déjà à faire le point sur les informations qui vous sont dues dans le cadre de la BDESE et de voir celles que vous avez, celles que vous n'avez pas. Ça vous permet déjà de préparer la négociation avant même qu'elle soit ouverte. Ensuite, vous pouvez aussi aller récolter les informations qui sont déjà existantes, les rapports de l'expert des années passées, peut-être aller discuter avec les salariés pour savoir un petit peu et vous aider à affiner vos objectifs et vos priorités. D'accord? Au moment de la première réunion, en fait, la première réunion, elle doit traiter de l'organisation de la négociation. C'est pendant cette première réunion que vous faites formaliser un calendrier. Donc, attention pour ce calendrier de négociation à ne pas avoir des réunions qui soient trop rapprochées pour avoir le temps de travailler les sujets. Et vérifiez aussi que si vous demandez de l'information à la direction, à ce que je vous encourage à faire, mais que cette information elle vous soit remise suffisamment longtemps avant la réunion pour que vous ayez le temps de travailler les sujets. Il n'y a rien de pire que de découvrir les informations au cours de la réunion parce que vous n'avez pas le temps de travailler les questions, c'est plus difficile et ça vous permet d'aller moins loin. Donc attention, pendant la première réunion, on met tous les moyens de son côté pour vérifier que les discussions elles seront bien efficaces. Et enfin, pendant la négociation, l'idée, c'est de positionner les propositions de la direction par rapport à vos objectifs. Vérifier que la direction, elle fait bien des propositions là où vous aviez envie de faire bouger les choses. Parce que si ça tombe à côté, ça ne sera pas très utile pour servir vos objectifs syndicaux. Ok. Ensuite, pensez à traduire les évolutions de la direction en objectifs chiffrés et en mesures précises. D'accord? Si vous n'avez un accord qui ne reprend que des lettres, enfin des intentions floues, on est à peu près sûr que ça ne fera pas changer les choses. D'accord? Et ensuite, associer les salariés tout au long de la négociation. Hein, faites du retour sur les revendications qui sont les vôtres et la façon dont les négociations évoluent. Et enfin, on se rappelle, quand on dit négociation obligatoire, en réalité, hein, c'est l'ouverture de la négociation qui est obligatoire. La signature n'est jamais indue. À vous de vous poser la question en lien avec votre organisation syndicale, évidemment. Est-ce que vos revendications ont-elles été entendues et est-ce que l'accord se donne les moyens de faire changer les choses? Si on a un accord qui reprend juste des termes flous en disant la direction s'engage à regarder cette mesure, bon, vous êtes à peu près sûr que ce ne sera pas fait. Du coup, l'accord, il n'est pas très opérant. Et pour rappel, sur cette question précise hein, de la négociation égalité professionnelle, on vous rappelle que si aucun accord n'est signé, alors il faudra réouvrir des négociations l'année prochaine. Ça, c'est un moyen de pression pour que la direction fasse des concessions sur cette négociation. On vous remet ici une petite checklist hein, pour vérifier si vous avez un bon accord, c'est-à-dire un accord qui va produire des effets. Il faudra bien vérifier que l'accord il s'appuie bien sur des constats et sur un diagnostic et qu'il s'attaque aux causes qui ont structuré et qui structurent ces écarts. Concrètement, un bon accord, en fait, il explique clairement quel est le problème et il liste les mesures qui doivent s'attaquer aux problèmes qui ont été identifiés. Et ça, domaine par domaine, problème par problème, il faut vraiment que ce soit circonstancié et qu'il soit précisé quel est le kilomètre zéro, d'où on part, où est-ce qu'on veut arriver. Ça veut dire des objectifs qui sont mesurables et atteignables, des engagements chiffrés et des moyens pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, son application fait l'objet d'un suivi, d'accord, avec une commission de suivi. Et les actions qui sont prévues dans l'accord doivent bien appliquer tous les acteurs qui peuvent parfois être pas forcément intégrés à la négociation, par exemple les managers et ou les salariés. Si on ne pense pas à tous les acteurs, on est à peu près sûr que l'accord ne va pas forcément produire des effets. Dans le cadre de cette négociation, il est possible de faire appel à Ascendex pour vous appuyer dans une mission spécifique de préparation à la négociation. Alors, elle est de droit pour les entreprises de plus de 300 salariés. C'est le CSE qui désigne en coordination avec les organisations syndicales. Et cette expertise, elle est financée à hauteur de 80% par l'employeur.
L'objectif de cette expertise, c'est effectivement de poser des constats un peu plus poussés que ceux qu'on peut faire dans le cadre d'une politique sociale et surtout de mettre en avant les causes qui ont structuré les inégalités et de formuler des préconisations pour répondre à ces causes qui structurent les inégalités. L'avantage, c'est qu'à travers cette expertise, on peut mobiliser des moyens qu'on n'a pas dans d'autres expertises, notamment des questionnaires et ou des entretiens avec les salariés pour vraiment aller interroger le travail réel et l'appréciation des salariés sur ce qui peut causer les écarts qui sont constatés. Et enfin, peut-être dernière étape ou peut-être première étape si vous débutez un peu sur la question de l'égalité professionnelle, c'est peut-être de commencer par une formation. Vous savez qu'en tant qu'élu au CSE, vous avez le droit à 5 jours de formation dite éco. Alors, éco, c'est pour prérogatives économiques, hein, et que l'égalité professionnelle, ça rentre bien dans vos prérogatives économiques. Ce qui veut dire que vous pouvez organiser une formation d'1 ou 2 jours avec maintien de votre salaire hein, par la direction, qui permet effectivement de soit travailler un petit peu la base en termes des obligations de l'employeur en matière d'égalité professionnelle, aller décoder avec vous les résultats de l'index de votre entreprise, identifier quels sont les enjeux qui peuvent être ceux de l'égalité professionnelle dans votre entreprise et ou vous aider à analyser vos accords, à faire le bilan des plans d'action qui ont déjà été passés. Donc ça, c'est vraiment une brique que vous pouvez vous saisir pour progresser un petit peu sur ce sujet-là. On a une petite question et ce sera le dernier sondage de notre webinaire. Ensuite, on va pouvoir passer à répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées dans le module questions-réponses. Euh, Savoir si vous, vous êtes déjà formé au sein de votre entreprise sur l'égalité professionnelle. Voilà, parce que ça peut vraiment être un premier pas intéressant en CSE d'aller travailler effectivement la question de l'égalité professionnelle en lien avec les informations consultation, en lien avec l'organisation de vos instances. On peut poser la question par exemple de même travailler un peu l'organisation, comment est-ce qu'on se met en lien avec la commission égalité professionnelle, comment est-ce que on pense l'articulation entre l'information consultation politique sociale et la négociation égalité professionnelle et commencer à se préparer un petit peu en amont euh, en prévision d'une négociation ultérieure. Alors, vous voyez que vous êtes près de 90% à ne pas avoir été formé sur l'égalité professionnelle. Donc, nous, notre conseil, c'est vraiment, si vous voulez un peu mettre en place une démarche d'égalité professionnelle dans votre entreprise, commencer par une formation, c'est toujours bénéfique parce que ça permet vraiment de faire un premier tri dans les sujets et de commencer effectivement à hiérarchiser un petit peu les priorités pour bien s'approprier ces sujets-là. On arrive à la fin de notre présentation qu'on vous enverra, on vous le rappelle. Mais ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être de poser quelques questions sur le sujet. Véronique, je te laisse la main. Oui, alors peut-être reprendre une question à laquelle on vient de répondre là sur Isabelle qui dit j'ai un score à 97%, comment puis-je l'améliorer? Est-ce que vous êtes là? Vous voulez intervenir, Isabelle? Bonjour, en fait, je suis en train de négocier un accord et je me suis rendu compte qu'on avait un résultat qui était à 97% suite au document de la BDSE. Donc, du coup, je me posais la question, quel levier je pouvais faire pour pouvoir améliorer le score parce que je trouve qu'il est, enfin, pour moi, il est trop haut. Enfin, je ne sais pas comment c'est vraiment calculé, mais voilà, je suis un peu dubitative sur ce score. Alors effectivement, la première chose, ça serait de voir comment il est calculé, parce que vous pouvez, est-ce que vous êtes élu de CSE? Oui, oui, et les D'accord. c'est central. Donc, vous pouvez demander à l'employeur de vous communiquer, alors non seulement le score, mais comment les différents indicateurs ont été calculés. Et Mhm. ça peut vous donner déjà des pistes parce qu'il faut bien bon, avoir en tête que l'existence de l'indicateur et l'existence d'un très bon score à l'index n'est pas forcément synonyme d'absence d'inégalité. Hein. Il y a beaucoup d'inégalités en fait qui peuvent passer
à la trappe finalement de cet index, d'une part parce qu'il est partiel, d'autre part parce qu'il a été construit de telle façon que effectivement les entreprises, pour peu qu'elles soient un peu rodées à l'exercice, peuvent optimiser la note sans pour autant assurer l'égalité professionnelle, hein. Donc, l'objectif pour vous, ça ne sera pas forcément de faire passer l'index de 97 à 98, ça sera de comprendre en fait s'il y a des poches d'inégalité ou des sujets d'inégalité professionnelle et finalement de mettre un petit peu de côté cet indicateur qui, bah, dans un certain nombre de cas, surtout quand il est excellent comme celui-là, 97, finalement encourage à aller regarder ailleurs, alors qu'il peut très bien y avoir des sujets en matière d'inégalité, mais qui ne sont pas finalement retracés dans cet index, hein. D'accord. Donc, continuer à creuser pour identifier en fait où il peut y avoir d'autres sources éventuelles d'inégalité. Après, D'accord. vous êtes peut-être dans une entreprise exemplaire dans laquelle le score de 97 reflète vraiment la quasi-absence d'inégalité, mais nous, on s'aperçoit souvent que un très bon score à l'index n'est pas souvent, comment dire, signe d'absence d'inégalité. Oui, d'accord. Merci. Ensuite, peut-être toujours sur la question de l'index, on pourrait prendre la question de Françoise qui posait une question sur comment faire pour éviter que l'index égalité pro ne verdisse artificiellement. Françoise, vous voulez poser votre question? Ben, c'est exactement le même sujet. Un excellent score et ben, on se rend compte que dans l'index formation, il suffit que les femmes suivent une formation obligatoire de 5 minutes et on compte que les femmes sont formées dans l'entreprise de la même façon que les hommes. Exactement. Bah, merci de cette question, Françoise. Et effectivement, hein, je reprends déjà ce que disait Véronique, mais il faut bien comprendre que l'index égalité professionnelle, effectivement, c'est une obligation à destination de l'employeur, mais vous avez vu à travers la présentation de ce webinaire que ce n'est pas la seule obligation. Pour savoir alors on peut pas éviter que l'index EGAPRO ne verdisse, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'employeur décide de donner 5 minutes de formation à toutes les femmes pour ensuite afficher que 100% des femmes ont été formées, bah, on ne pourra pas aller plus loin. Par contre, dans le cadre d'une information consultation sur la politique sociale, vous pouvez aller interroger l'effort réel de la formation à destination des femmes et d'aller poser la question dans quelle mesure, en fait, cette formation, elle est utile, elle est complète, elle est quantitativement équivalente à celle des hommes, et que si vous considérez que c'est pas le cas, eh ben, ça va vous faire un domaine à travailler dans le cadre d'un accord égalité professionnelle qui serait l'accès à la formation professionnelle. L'idée, c'est de dire, voilà, l'index, il est très largement perfectible, mais vous avez tout un tas d'autres leviers à activer pour éviter justement de vous arrêter à ce constat très statistique qu'est l'index. Véronique, tu avais repéré une autre question? Alors peut-être une question à laquelle j'essaie de répondre en direct. Est-ce que le CSE a la possibilité de solliciter le personnel par voie de sondage suite au partage des chiffres de l'égalité pour savoir ce qu'il en pense? Alors, on peut peut-être renvoyer à d'autres participants si certains d'entre vous ont utilisé cette possibilité, parce que en principe, oui, oui, le CSE peut faire des enquêtes sous réserve qu'il ait l'autorisation, en fait, si l'enquête utilise typiquement les coordonnées professionnelles des salariés, sous réserve qu'il ait l'accord de l'employeur. Effectivement. Donc, il est effectivement possible hein, déjà de donner effectivement l'information sur le partage des chiffres. Après, enfin, enquête par enquête, Véronique, elle l'a dit, effectivement, l'enquête est possible avec toutefois la réserve hein, d'avoir l'autorisation donnée par la direction
d'envoyer par exemple des mails directement aux salariés. Après, si vous faites pas une enquête en ligne comme ça, vous pouvez toujours, hein, je vous rappelle que le CSE a toujours son droit d'enquête trimestriel, hein, notamment hérité de ces dispositifs feu CHSCT, où vous avez la possibilité effectivement de vous rendre à tout endroit de l'entreprise pour discuter avec les salariés et qu'en réalité, cette question sur le ressenti sur les inégalités peut être interrogée et ensuite retranscrit en réunion de CSE. Alors peut-être, comme là, du coup, j'ai pris un peu de retard sur les, sur les réponses, on peut prendre les dernières en direct. Anne-Lise, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez poser votre question en direct, comme ça, voilà, tout le Oui, monde. tout à fait. Alors, moi, je suis dans une entreprise avec une organisation syndicale unique. Je suis déléguée syndicale. En fait, bon, c'est tout nouveau, mais j'ai signé un accord égalité pro cette année. Et en fait, on a très peu de marge de manœuvre. En fait, il n'y a pas vraiment de négociation. C'est-à-dire que la direction arrive avec des propositions, on essaie de les faire varier, de les améliorer, mais ça passe pas. Et de toute façon, à la fin, ils font tout seuls leur plan d'action unilatéral et ils considèrent que les écarts de 15%, c'est normal, en fait. Alors, ils argumentent sur le fait que, on a un site à Brest et un site à Paris, donc on n'a pas les mêmes populations et c'est pas les mêmes salaires et on peut pas comparer les bassins d'emploi. N'empêche que les écarts sont très forts entre hommes et femmes et je vois pas comment on peut les réduire. Alors, effectivement, bon, déjà, la tolérance de l'index de 5% nous paraît juste injustifiée. Donc une tolérance de 15%, de notre point de vue, elle est évidemment encore moins. Après, dans quelle mesure, à partir du moment où il y a pas de négociation, en fait, où la direction se contente d'un plan d'action unilatéral, la négociation doit se réouvrir l'année suivante. Donc, en fait, c'est un peu une fuite en avant, mais il y a, à un moment donné, il faut y passer, hein. Donc, je sais pas comment. Là, le plan d'action unilatéral, c'est vraiment seulement en cas d'échec de la négociation. Donc, après, ça renvoie peut-être à la question de la loyauté de la négociation, le cadre la situation que vous exprimez ici. Finalement, les négociations ne sont pas loyales et c'est pour ça qu'on en arrive à un plan d'action unilatéral. C'est ça. Et peut-être, hein, juste pour préciser, effectivement, dans son plan d'action, hein, l'employeur il doit mettre en place effectivement les mesures qu'il juge nécessaires, hein, pour répondre aux inégalités. Et surtout, dans la BDESE, il est aussi censé faire le bilan des mesures de l'année précédente. Donc, il y a quand même un bilan qui est demandé à l'employeur. Donc, un employeur qui mettrait en place un plan d'action unilatéral, mais sans être en mesure d'en faire son bilan l'année d'après, on pourrait considérer effectivement qu'il ne répond pas aux obligations légales. Euh, Nous, on vous conseillerait, hein, ici, dans le cadre d'une information-consultation sur la politique sociale, de faire appel à un expert avec un axe égalité professionnelle pour objectiver les écarts de rémunération auxquels vous faites référence. C'est toujours plus facile pour un CSE de taper du poing sur la table quand il y a un expert derrière qui objective les choses et qui dit, bon, bah, en fait, votre tolérance d'écart, en fait, elle tient pas la route. Moi, je commencerai par là. Alors, il y a peut-être ensuite une question de Laurie, qui avait une question sur la BDESE. Laurie, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, juste une petite question. Nous, on demande à la direction de partager les éléments de la DESE, mais c'est pas accessible aux salariés. Ça devrait l'être, j'imagine. Alors non, la BDESE, elle est vraiment réservée aux représentants des salariés. Il n'y a aucune obligation, parce qu'en fait,
le compromis dans lequel on est, c'est de dire que c'est avec votre casquette de représentant des salariés, vous avez des devoirs de confidentialité qui sont Ouais. spécifiques, qui sont pas ceux des salariés. Et c'est le consensus qui permet effectivement, théoriquement, hein, de donner accès aux représentants des salariés à la BDESE. En revanche, s'il n'y a effectivement pas la BDESE et pas à partager avec l'ensemble des salariés, vous, en tant que CSE, vous avez accès à la BDESE et sur la base de cette BDESE, vous êtes consulté hein, dans le cadre de l'information de consultation politique sociale. Vous rédigez un avis. Cet avis, il est annexé au PV de CSE et diffusé aux salariés. Donc, Ouais, rien donc ne on le vous détaille. empêche. Exactement. Et Ouais, c'est ouais. plutôt positif, effectivement, en termes voilà, même de positionnement syndical au sein des salariés. C'est plutôt positif d'avoir un CSE qui ne se contente pas de donner des statistiques qui sont parfois un peu éloignées. Enfin, il faut un peu les travailler pour qu'elles aient du sens, mais que le CSE partage ce qu'il en pense avec, il est possible dans un avis de dire le CSE a pris bonne note que, je sais pas, 80% des femmes, je sais pas quoi, enfin, recourir Ouais, ouais. aux données des DESE et le mettre dans un avis. Et là, par contre, l'employeur peut pas vous le refuser. Si l'employeur exige qu'un certain nombre de données confidentielles soient expurgées, il doit être en mesure d'expliciter pourquoi ces données sont confidentielles. Donc voilà, il faut plutôt prendre les choses dans l'autre sens, plutôt que de vous épuiser à contraindre l'employeur à partager la BDESE avec les salariés. Vous bossez bien vos avis et là, vous les diffusez aux salariés et vous êtes dans votre droit. Ouais, ok, c'est ce qu'on a fait. Très bien, Très bien. merci. Je vous en prie, merci. On arrive à la fin de ce webinaire puisque il va bientôt être midi. Merci beaucoup pour vos nombreuses contributions, vos nombreuses questions. C'est un webinaire très dynamique et c'est toujours plus agréable pour nous effectivement de pouvoir répondre à vos sollicitations. Si il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous avez des questions particulières, appelez-nous. On peut bien évidemment regarder de façon un peu plus spécifique ce qui se passe au périmètre de votre entreprise. Je vous rappelle que le replay de ce webinaire ainsi que le support qu'on a utilisé vous sera envoyé dans les prochains jours. On vous invite à le partager avec votre réseau pour faire avancer la question de l'égalité professionnelle. On vous rappelle que le 25 mars prochain, il y a un webinaire qui sera consacré aux rémunérations, comment agir aux restructurations, comment agir sur les restructurations euh, face aux directions sur le même format de 11 heures à midi le 25 mars. Et voilà, d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Joséphine vous a mis l'adresse mail dans le chat, contact@syndex.fr. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, et vous aurez toutes les informations disponibles. Merci Et, beaucoup de ce et tout- webinaire. les Oui, toutes dernières questions, on n'a pas pu forcément répondre aux 3, 4 dernières, donc si vous voulez les poser sur le site Syndex, si besoin, on les prendra. Merci à vous. merci de votre participation et très bonne journée et bon appétit.